Voici de retour pour nos moments de discussion. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, c'est la rentrée des classes. Nous aussi, nous allons partager quelques moments au sujet justement de cette rentrée des classes. Ulrich, on a vu le gouvernement et les syndicats échanger dernièrement. On ne peut pas dire que ça s'est passé, en tout cas comme d'habitude, sur de bonnes notes. Est-ce que cela clairement va déterminer ce à quoi ressemblera l'année scolaire 2025-2026? Ben, a priori, on peut déjà dire que c'est vrai qu'il n'y a pas eu l'entente à 100%, mais ça ne veut pas dire quand même qu'il y aura aussi grabuge. Donc le plus important déjà, c'est de comprendre que ces deux acteurs sont appelés à toujours travailler ensemble, à toujours échanger pour le bien-être du secteur qu'est l'éducation. Ce sont des partenaires sociaux et le gouvernement a l'obligation d'échanger avec ses partenaires afin de pouvoir véritablement améliorer les conditions de vie des enseignants, des acteurs du secteur de l'éducation pour un meilleur suivi des enfants. De la même manière, les acteurs sociaux sont aussi obligés d'écouter un peu le gouvernement parce que, vous savez, quand on parle de revendications, il y a aussi les normes de satisfaction. Parfois, soit c'est la disponibilité financière qui pose problème, soit c'est une question administrative. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte. Vous savez, reverser des gens, augmenter les salaires, c'est toute une procédure. C'est vrai qu'on connaît aussi la lenteur administrative, mais qui est en train d'être corrigée aujourd'hui. Donc, quelque part, on ne peut pas poser une doléance tout de suite et avoir satisfaction systématiquement. Le plus important, c'est de pouvoir... La question des amis ne s'est pas posée du jour au lendemain. Il y a bien longtemps et le gouvernement a même pris des engagements. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. La question ne s'est pas posée du jour au lendemain, mais vous savez, il y a toujours un temps pour traiter les dossiers, il y a toujours un temps pour donner satisfaction. Et on ne peut pas dire que toutes les revendications qui ont été formulées à l'entame, aucune de ces revendications n'a été réglée, n'a été satisfaite jusqu'à ce jour. Donc je pense plutôt que les deux partenaires doivent toujours maintenir le dialogue pour le bien des enfants, pour le bien des apprenants et pour le bien des parents d'élèves, parce que vous savez, un parent d'élève qui met des moyens à disposition pour justement l'éducation de son enfant et qui, au terme des années, on l'a vu par le passé, il y a des années où les parents mettaient de l'argent, mais à la fin, on se rend compte que l'enfant n'a pas pu suivre les cours comme cela se doit, les grèves perlées, on l'a vu par le passé, et on a vu des enfants qui, à un moment donné, n'avaient véritablement pas le niveau parce que, n'ayant pas suivi les cours comme cela se doit, c'est pour cela que je dis, la répercussion directe, c'est sur les enfants et sur les parents d'élèves. Donc il faut véritablement que le gouvernement soit beaucoup plus flexible pour pouvoir véritablement écouter les partenaires sociaux et véritablement résoudre les problèmes qui sont capables d'être résolus en temps réel, c'est-à-dire ne pas reporter à demain, ne pas procrastiner. Dans le même temps, dire aussi aux partenaires sociaux d'être plus ou moins indulgents. On sait que ce sont les conditions de travail des enseignants qui sont en jeu, les conditions de travail de ces personnes-là qui forment l'élite de demain, qui forment la nation de demain. Donc je pense que effectivement c'est vital, mais dans le même temps on ne peut qu'implorer leur indulgence parce que de leur compréhension, de leur entente survivra l'harmonie de l'école béninoise. Eric, vous savez, l'absence de grève aujourd'hui dans le secteur de l'éducation ne doit pas nous amener à penser que il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on salue la stabilité qui est retrouvée au niveau de l'enseignement, et qu'on se réjouit de ce fait, on oublie justement que les centrales syndicales ou les acteurs du système portent véritablement de véritables revendications. Quand la rentrée démarre, justement, comme ça, on se dit, est-ce que c'est pas par contrainte ou par impuissance de ne pas pouvoir... comment on dit, amener le gouvernement à satisfaire à toutes les revendications, n'est-ce pas, que la rentrée démarre de cette façon, vu que de façon juridique, les choses ont été véritablement encadrées. Alors, quand on salue le fait que l'école soit stable, il faut demander justement un effort supplémentaire à l'État, qui doit justement encore faire preuve d'attention vis-à-vis des acteurs du secteur éducatif. Quand un syndicaliste, je prends l'exemple du secrétaire général de la COSI Bénin qui dit, eux, ils ont participé à cette activité que vous avez évoquée en mode observateur. Nous avons accepté d'aller à cette séance, mais nous avons dit que nous n'avons pas placé un seul mot. C'est un signe de malaise
qui ne doit pas passer inaperçu. Parce qu'ils pensent que toutes les fois que nous allons à cette rencontre, on a le sentiment que les décisions ne sont pas prises à ce niveau-là. On a beau parler du matin jusqu'au soir, la solution ne vient jamais de là. Alors, à quoi bon, justement, aller toujours à ce genre de rencontre, rencontrer les beaux yeux de monsieur le ministre, de madame la ministre, et parler, et puis tout ça, en ayant conscience que, mais si une solution doit venir, ce n'est pas de cette rencontre, ce n'est pas de la qualité des échanges que nous aurons, n'est-ce pas, qui vont déboucher sur une solution. Donc, il y a un problème. On a le sentiment que le gouvernement se cache derrière la stabilité qui a été retrouvée au niveau de l'enseignement pour ne plus du tout faire d'efforts. Et je pense que si c'est cette compréhension que les différents acteurs ont, le gouvernement doit véritablement corriger cela. Oui, bon, de toute façon, on a quand même que les classes s'ouvrent. Ce matin, il n'y a qu'à garder espoir, Ulrich. Il n'y a qu'à garder espoir, je l'ai dit tout à l'heure, que de l'entente des deux partenaires, des partenaires de l'éducation, survivra l'harmonie. Mais vous savez, quand on dit qu'il n'y a qu'à garder espoir, après tout, ce sont des humains, ce sont des pères de famille, des mères de famille, qui ont aussi des charges, qui ont aussi des obligations. Vous imaginez que, vous voyez, là, nous sommes en train de démarrer la rentrée. Nous ne sommes pas à la pré-rentrée, c'est la rentrée officielle. Et que vous entendiez que des enseignants n'ont pas perçu des primes de rentrée, ça vous pose de problèmes. Est-ce que c'est après la rentrée qu'ils vont percevoir ces primes de rentrée? Non, entre nous, ça paraît illogique. Donc je pense que quelque part, c'est un acquis, que cela vienne avant la rentrée, pas, vous savez, pourquoi on l'appelle prime de rentrée? Oui. Pourquoi on l'appelle prime de rentrée? Prime de rentrée pour permettre justement à ces enseignants de véritablement se préparer physiquement, psychologiquement, moralement et financièrement afin d'aborder la rentrée scolaire avec sérénité. Vous voyez, un enseignant qui vient un lundi matin et qui, a priori, parfois même n'a rien laissé à la maison, comme pour pas tout ça, on dit, il a certaines choses où il se dit, je dois changer ma garde-robe, je dois changer ma garde-robe, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous voyez, quand il vient déjà frustré, posez-vous la question de savoir, est-ce qu'il pourra donner le meilleur de son potentiel aux enfants? Parce que les enfants sont venus pour apprendre. Et c'est lui le véritable donneur. C'est vrai que l'enseignement, c'est un lieu du donner et du recevoir, mais c'est l'enseignant qui est le grand donneur. Le grand donneur vient déjà frustré. Qu'est-ce qu'il va donner de façon sérieuse, de façon concrète et de façon sensible à ces enfants-là? Ça pose un problème. C'est pour ça que je dis que quand on parle de primes de rentrée, le gouvernement doit faire véritablement l'effort pour qu'on ne vienne pas payer des primes de rentrée après la rentrée, parce que les primes de rentrée, ça va préparer la rentrée. Il faut que les choses soient claires. C'est comme par exemple une transition, bien évidemment, où je vois parfois beaucoup de personnes qui viennent faire des dons de kits aux enfants après la rentrée scolaire, alors que les enfants ont déjà fait parfois 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ah non, sérieusement? Non, sérieusement, vous allez voir, on reprend la ritournelle. On l'a vu plusieurs fois. On a vu des kits scolaires qu'on a donnés après 6 mois de la rentrée. Et ça va se répéter, vous allez voir. Certainement pour l'année scolaire suivante. Écoutez, je ne sais pas quelle intention est derrière des primes, des kits scolaires qu'on donne après la rentrée. Quand vous voulez aider les enfants à véritablement préparer la rentrée, donnez-leur les kits pour qu'ils se préparent activement à démarrer la rentrée avec ces kits-là. C'est une question de disponibilité de moyens. Mais qu'ils soient en classe sans les moyens, sans les kits, et que c'est après 2 mois, 3 mois qu'on leur donne des kits. Donc c'est la même chose avec le gouvernement. Ne demandez pas aux enseignants de préparer la rentrée d'abord, et après quand la rentrée aura, quand l'année scolaire aura véritablement pris sa vitesse de croisière, qu'on vient leur dire, mais vous avez maintenant votre rappel de prime de rentrée. Non, la prime de rentrée, c'est à préparer la rentrée. Et ce sera toujours comme ça. Donc, que le gouvernement fasse l'effort de payer les primes de rentrée comme cela se doit. Il y a aussi d'autres droits, il y a les reversements, il y a beaucoup de choses que les enseignants sont en train de demander actuellement. Donc je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas lésiner, d'autant plus que de plus en plus, les enseignants, les acteurs de l'éducation en général, font l'effort aujourd'hui de ne plus mettre le gouvernement, de ne plus trop éprouver le gouvernement. Alors le gouvernement aussi doit faire l'effort de ne pas trop éprouver la sensibilité de ces enseignants. Et je pense que, je reviens encore à ce que j'ai dit à l'entame, le plus important, c'est qu'on trouve le moyen de garder l'harmonie pour le bien et pour l'équilibre des enfants.
Oui, Eric. Vous savez, sur la question des fournitures, quelqu'un a dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Évidemment. Nous saluons au passage ces personnes de bonne volonté qui viennent en aide aux parents et aux enfants, n'est-ce pas, pour que ces enfants commencent bien la rentrée. Non, sérieusement, il y a que l'éducation reste un secteur très important. Et quand vous entendez des discours politiques, je pense la semaine passée, d'un Joseph Diogbenou et d'un Talata sur la question des AME, ça peut fâcher. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, surtout à la veille d'une rentrée où l'effectif que nous avons au niveau des AME, quand vous prenez ces compatriotes qui sont sous le stress, qui se posent des questions, le mandat fini, qu'adviendra-t-il de ces promesses, n'est-ce pas, quel est notre avenir dans ce genre de contexte? On ne peut pas tenir ce genre de discours. Mais en même temps, il faut être sincère avec les acteurs. Oui. Si on ne peut pas leur accorder ce qu'ils demandent, vous savez, il vaut mieux être sincère avec eux. Pour avoir quel résultat? Nous avons vu aujourd'hui l'état dans lequel les AME se retrouvent aujourd'hui. Personne n'ignore le fait que reverser plus de 30 000 personnes implique beaucoup de moyens. Énormément de moyens. Et personne ne pense que le gouvernement ne manifeste pas une volonté d'aller vers un reversement. D'abord, nous avons vu d'où cette histoire a commencé et comment le gouvernement a essayé à chaque fois d'apporter des solutions. Mais quand vous tenez ces propos, ça sonne comme une gifle sur la joue des AME et ils vont réagir autrement. Voyez-vous. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Et donc, il faut garder à l'esprit que nous avons un défi à relever dans ce secteur et tous les acteurs sont conscients, y compris le gouvernement. Et vivement que, tel que le gouvernement l'a annoncé, et que les simulations qui sont en cours soient véritablement faites, même s'ils ne pourront pas aller vers un reversement intégral des AME, en tout cas, organiser un truc progressif. Voilà, de façon progressive, pour que ces personnes retrouvent une sécurité dans leur emploi et une envie véritablement de donner le meilleur d'eux-mêmes. L'école reste l'école avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ses avantages. Parce que la question de l'éducation, elle est très très sensible, voyez-vous. Elle est très sensible. Quand on arrive à commencer par faire des comparaisons entre ce qu'on investit dans les infrastructures, ce qu'on doit investir dans les AME, je pense que la question n'est pas du tout là. Et tout se résume pas justement à couler des bétons autour de soi. Il y a que la construction de lui-même est aussi importante et pour l'avenir donc du pays. Alors, ça fait la 9e rentrée scolaire ou la 10e sous Patrice Talon? La 10e. Quel point faites-vous, Hilary? Le point, je dirais déjà que le point le plus frappant, c'est qu'il y a moins de grèves. Et l'année scolaire, oui, c'est une avancée. L'année scolaire va jusqu'au bout parce qu'on a vu par le passé, nous avons frôlé la barre de l'année blanche plusieurs fois. Et même quand on remonte encore plus haut, on a connu l'année blanche dans ce pays. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, c'est déjà bien. Parce qu'aucun parent, aucun enfant, aucun apprenant n'a envie de perdre son temps à l'école pour qu'on lui dise à la fin que l'année a été blanchie. C'est vraiment dommage. Ce n'est que du temps perdu. On l'a vu par le passé. On l'a frôlé il y a encore quelques années, tout proche. Donc, c'est déjà une avancée. L'autre avancée, je reviens toujours sur la cantine scolaire, qui est une avancée, qui est un projet pilote, qui a commencé par véritablement impacter. Et moi, je veux m'en tenir aux promesses du gouvernement, à savoir généraliser la cantine scolaire à toutes les écoles maternelles et primaires, dont je pense que ce serait véritablement justice rendue à ces écoles qui ont aussi besoin de ce programme, mais qui jusqu'à présent ne l'ont pas encore. C'est toujours une avancée. Et de l'autre côté, de plus en plus, les enseignants, même s'ils sont frustrés, même si certains attendent le reversement qui n'arrive pas encore, parce que nous sommes encore en 2025, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement dire
que la promesse a été faite pour 2025 et qu'il croit que nous sommes toujours en 2025. Donc, nous sommes toujours en 2025 et nous le prendrons au mot si éventuellement le gouvernement ne reverse pas effectivement les AME en 2025. Il reviendra nous expliquer justement ce qui s'est passé. Donc, j'estime que, étant donné qu'il y a toujours cette promesse-là, nous allons demander aux AME aussi de garder leur patience et tout ça, c'est encore une avancée parce que de 10 mois, de 9 mois d'abord, ils sont passés à 10 mois, de 10 mois, ils sont passés à 11 mois, de 11 mois, ils sont passés à 12 mois. Donc, disons que a priori, aujourd'hui, les AME ont leur salaire 12 mois sur 12, même si aujourd'hui, il y a je dirais, la portée, ou du moins la forme de ce salaire-là, parce qu'ils estiment que c'est assez précaire et qu'ils voudraient que ça augmente, que la cagnotte augmente un peu. Donc je pense que c'est une doléance légitime. Il faut véritablement voir dans quelle mesure élargir cette assiette de sorte à ce que les AME se sentent véritablement impliqués. Reversement, prime aussi, parce que prime, ils en ont parlé plusieurs fois. Vous y tenez. Non, c'est très important. C'est très important. Ils ont besoin de ces primes-là parce que, vous savez, quand on parle de primes, les salaires, on sait ce que ça coûte. On sait ce que ça fait. Maintenant, quand les primes viennent quand même alléger, du moins, les problèmes substantiels, existentiels qui sont là, ça permet quand même au salaire d'aller impacter là où il faut, même si ce n'est pas encore exactement ce que les enseignants voudraient que ce soit. Donc, quelque part, c'est aussi une avancée à ce niveau. De plus en plus, on constate que le dialogue, est-ce que ici, je dirais que c'est une avancée? Peut-être oui, parce qu'on sent de plus en plus les acteurs qui échangent mieux avec le gouvernement. Par le passé, on a vu très souvent les acteurs... Est-ce que ça a vraiment échangé? C'est pour cela que je dis que... Est-ce que je dirais que c'est véritablement une avancée ou plutôt nous sommes toujours dans dans un élargissement de la gentillesse ou du moins de la finesse d'action. Donc j'estime que de plus en plus, au moins on voit les deux partenaires s'asseoir, peut-être du début jusqu'à la fin des négociations. Par le passé, on a vu, à peine les négociations commençaient, la porte est claquée et c'est reparti encore pour des grèves perlées. Donc quelque part, je pense que maintenant, on apprend à s'asseoir, à se calmer et échanger, et c'est déjà aussi une avancée. Nous avons vu des écoles qui ont fait 0% ou peut-être 2% aux examens et tout ça, des directeurs qui ont été déchargés. Et de plus en plus, les directeurs comprennent l'enjeu de leur mission. De plus en plus, comprennent qu'ils doivent s'impliquer à fond pour que leur école donne des résultats. Autrefois, certains se disaient, travail ou pas travail, ça l'est quand même. Je connais cette phrase-là qui se dit souvent dans la fonction publique et on se dit de toute façon, je suis déjà dans la fonction publique, que je travaille ou que je ne travaille pas, que je le fasse bien ou que je ne le fasse pas bien, j'ai mon salaire. De plus en plus, ce n'est plus ça et on constate que chaque enseignant, chaque directeur d'école, je parlerai carrément de l'administration en général, qui de plus en plus s'implique dans l'évolution du travail. Donc, quelque part, chacun essaie de faire maintenant son travail à chaque niveau. Et tout ceci, c'est parce qu'il y a maintenant une bonne coordination autour. Mais on garde à l'esprit que c'est l'humain qui est encore en jeu. Et il faut améliorer les conditions de ces humains-là qui sont au cœur du système. Faire en sorte que ces humains aient un large sourire pour que nos enfants aussi puissent avoir un large sourire à la fin de l'année. Oui, Eric. Donc, j'emprunte cette expression chez Ulrich en termes de meilleure coordination pour dire qu'aujourd'hui, il y a une meilleure gouvernance dans le secteur de façon globale. On ne se pose plus trop la question qui doit faire quoi, quand et comment. Vous avez des structures, des institutions qui sont créées pour penser, pour réfléchir, pour orienter de façon globale sur le secteur de l'éducation, que ce soit au niveau maternel et primaire, secondaire, aussi universitaire. Donc, ça permet aujourd'hui d'avoir une clarté dans comment le secteur véritablement va évoluer à la fois au niveau des acteurs clés, mais aussi au niveau des politiques. On ne le dit pas suffisamment, mais il y a eu des infrastructures qui ont été réalisées et construites dans nos écoles pour combler ce déficit que nous avons, avec des écoles délabrées, des écoles sans bancs, sans table aujourd'hui. L'État essaie quand même d'investir aussi dans l'infrastructure
oui, le système le plus emblématique, c'est le programme de cantine scolaire qui va se renforcer déjà dans le budget qui s'annonce aussi, parce qu'il y a une ligne aussi qui a été réservée à ça. Et vous n'imaginez pas la joie que ça crée dans l'esprit des enfants de savoir que l'État, en tant qu'institution, pense véritablement à leur ventre. Et donc, c'est un système qu'il faut maintenir, qu'il faut garder, qu'il faut toujours renforcer pour que ces repas chauds que nous servons aujourd'hui à nos enfants, que cela ne quitte jamais, véritablement jamais, l'école. Et donc, ce faisant, les résultats se sont améliorés au fil des années. Je pense qu'aujourd'hui, quand on prend l'année dernière, on a vu tous comment les taux ont flambé. Donc, ça permet aujourd'hui aux acteurs de savoir que après avoir fourni d'efforts, il y a quand même un résultat qui est au rendez-vous à la fin de chaque année scolaire. Et c'est une joie pour les parents de savoir que les enfants, justement, on arrive à les nourrir, mais aussi on arrive à les instruire et le résultat est au rendez-vous. Donc, je pense que ça fait partie des actions que nous pouvons mettre justement au compteur de cette gouvernance, et que les problèmes qui subsistent, on essaye encore de les aborder à froid avec les acteurs, sans que cela ne soit vu comme un clash entre partenaires sociaux et gouvernement, comme on en avait l'habitude. Et quels sont vos regrets, ou quel est votre regret par rapport à la gestion de Patrice Talon de l'école? Je dirais que c'est surtout la question des AME. C'est surtout la question des AME. Je pense qu'on a forcé un peu les choses. Est-ce qu'elle vous ennuie un peu? On a forcé un peu les choses, vous savez, on a forcé un peu les choses, on a bousculé un peu les choses. Même jusqu'à ce moment précis, l'arrêté qui fixe par exemple les horaires des AME n'est pas respecté. Ce qui est mis dans ce document, c'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Donc, soit il faut faire vrai, quoi, justement. Non seulement on n'a pas les moyens, mais bon, il ne faut pas ruser non plus avec la vie. Si l'État n'a pas les moyens, parce que on a parlé de reversement de 30 000 personnes, oui, qui peut être, ma foi, suicidaire pour l'économie, en tout cas l'équilibre de l'économie, selon les autorités, ça peut être suicidaire pour notre économie. Si déjà 30 000 personnes ne suffisent pas à couvrir les besoins de l'école actuellement et que le reversement pose problème, vous comprenez qu'on les surcharge légèrement pour éviter que, on ait encore des creux dans les salles, des absences d'enseignants dans les salles de classe. Oui, la question est pénible, justement. Et parce qu'on décide de les surcharger, on crée une injustice sociale. Parce que pendant que eux, ils se retrouvent à travailler pendant des heures, tout ça, nous avons en face l'autre, je ne sais pas comment on les nomme, en tout cas des enseignants entiers, complets. Les contractuels et les enseignants permanents. Je sais bien, mais bon, enseignants complets, entiers, puisque les autres sont à moitié. Les autres ne sont pas à moitié. Les autres sont à moitié, mais qui ont relativement, qui n'ont pas les mêmes heures de travail, et ça pose un problème de justice sociale. Donc, c'est la façon dont on a géré véritablement ce dossier. On sait que la question d'enseignants dans nos écoles, depuis Kérékou, passant même par Yahi, ça a toujours été une question difficile, parce que chacun a créé son modèle pour pouvoir, comment on dit, combler ce vide. On a vu dans ce pays des hommes en uniforme qu'on envoyait dans les collèges enseigner, parce qu'on n'arrivait pas véritablement à recruter. Et donc, il faut continuer justement par réfléchir, mais il ne faut pas trop insister aussi sur la corde. Et Ulrich, on va finir. Quels sont vos regrets par rapport à la gestion de l'école Patrice Talon? Mes regrets, c'est d'abord les lycées techniques promis. Vous avez les mêmes regrets que le chef de l'État? A priori, oui, déjà. C'est la première chose déjà. C'est le lycée technique. Je crois qu'il a lancé les chantiers. On va espérer que celui qui va lui succéder n'arrête pas l'élan. Ce n'est pas ce qu'on nous avait annoncé, mais en tout cas, nous espérons toujours. L'autre chose aussi, c'est cette gestion des œuvres sociales dans les universités. Autrefois, on allégeait un peu quand même les conditions aux étudiants. De plus en plus, est-ce que vous avez remarqué que les bus de l'université ne circulent plus? Ce n'est pas pour autant que les étudiants ne vont pas au cours. Hein? Oui, mais pas pour autant, ils ne sont pas à l'aise dans le travail, dans leurs études. Parce que en fait, les conditions sociales, les œuvres sociales sont là pour les accompagner à pouvoir amoindrir les charges de
des études. Et quelque part, c'est une manière, c'est le plan social. Quand nous parlons de volet social, c'est tout ceci inclus. Donc, vous voyez, les étudiants qui, à un moment donné, ont des problèmes, des difficultés pour se déplacer, c'est toujours des problèmes. Donc, quand on ne leur facilite pas la tâche, les bus étaient là, mais maintenant, aujourd'hui, on ne sait plus ce que ça devient. Pratiquement, chacun se débrouille pour aller à l'université et autres. Je pense que ça, c'est des choses que le gouvernement doit revoir. Et les regrets encore, c'est aussi cet aspect, cet aspirana qu'on a apporté et qui, aujourd'hui, c'est vrai, quelque part, on a voulu corriger certaines choses, mais en même temps, on a quand même transformé une fonction, ou plutôt un métier, en un job, s'il vous plaît. C'est carrément ce qu'on est en train de lire à travers l'aspirana. Et quand vous voyez, quand des enseignants qui sont les préinsérés, ceux-là qu'on appelle AME, quand eux-mêmes parlent, c'est comme s'ils ne sont pas des enseignants, ils sont des sous-enseignants ou des moins qu'enseignants. Vous voyez, quand vous faites un métier et que déjà dans ce métier, vous vous sentez moins valorisé, vous vous sentez dévalorisé, c'est que quelque part vous vous dites, bon finalement, est-ce que je mérite véritablement le titre pour lequel je travaille? Donc, véritablement, c'est cette logique d'aspirana qu'on aille vers le reversement et qu'on utilise une bonne logique pour pouvoir travailler avec ceux-là qui méritent. Je ne voudrais pas, je ne dis pas qu'il faut mettre n'importe qui pour aller enseigner, mais en même temps qu'on veut utiliser cette formule d'aspirana, qu'on fasse en sorte que le métier soit plus valorisé. Vous voyez, c'est que quand je parle avec les préinscrits, j'échange avec eux parce que nous échangeons avec tout le monde, je constate que c'est des gens qui se sentent dans un job et non dans un métier. Quand vous êtes dans un job, c'est que c'est aléatoire, c'est incertain. Donc vous restez dans cet aléatoire-là pendant longtemps. C'est pour ça qu'ils insistent sur le reversement. Donc il y a cet aspect-là. Et l'autre chose aussi, c'est le volet technique qui aujourd'hui, c'est vrai que j'ai parlé des lycées, mais il faut aussi maintenant renforcer davantage le volet technique. On a quelques lycées qui sont là, on a le lycée agricole de Médji et autres, tout ça, mais on constate que de plus en plus, on ne valorise pas véritablement, même si on parle beaucoup du volet technique et qui aujourd'hui devrait monter. Je pense que cette année, il faut travailler beaucoup là-dessus, c'est très important. Cher monsieur, merci beaucoup. Je souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, une très bonne rentrée. Ah oui, absolument. À tous les élèves, à tous les écoliers. Les enseignants, les personnels. Très bonne rentrée aux parents d'élèves aussi. Ah oui, c'est une galère. Hein. Il faut l'avouer. Le stress qui reprend un peu. En tout cas, on espère qu'on va s'en tirer. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous avez la redresse à suivre derrière moi. Bonne journée.